Paris, les institutions et manifestations artistiques organisées par l'Académie vont fixer les règles de la vie artistique urbaine, et c'est non plus la cour, mais l'Académie qui va donner les règles. Alors, cette institution, l'Académie royale de peinture et de sculpture, va organiser ce qu'on appelle les salons. Il s'agit au cours de ces salons vont servir de lieu de contact entre le public et les œuvres produites par les artistes du roi, les jeunes agréés à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc tous les 2 ans, sont proposées cette exposition au Salon du Louvre, qui va devenir, vous l'aurez compris, une manifestation essentielle dans la carrière des artistes, cruciale pour être reconnue et pour ensuite cette reconnaissance être traduite par des commandes et alimenter la carrière des artistes. C'est vraiment à ce moment-là que les talents vont se confronter. Et dans ce cadre, dans ce contexte, va se développer une nouvelle façon d'écrire sur les œuvres, la critique d'art, qui devient, au milieu du siècle, un genre littéraire en soi. Et c'est à travers cette critique d'art que l'idée morale va devenir prépondérante. Il y a vraiment la naissance d'une idée que les arts doivent être utiles à la société, doit servir de régénération des valeurs civiques, mais j'y reviendrai au cours de cette partie. Donc, voilà ici quelques gravures de Saint-Aubin figurant ce salon, le salon dont il va être question à présent. Ici, une autre gravure. Et enfin, vous montrant ces moments de rencontre, de lieu de contact entre les œuvres et le public. Et Diderot, dont il va être largement question dans ce cours, va écrire 9 salons entre 1759 et 1781 pour la correspondance littéraire de son ami Grimm. Et dans ces salons, dans ses commentaires des salons, il va manifester un intérêt, faire l'éloge de Chardin, dont on a vu un des extraits a été abordé lors du cours précédent. Il fait l'éloge également de Greuze, de Joseph Vernet, dont on va parler à l'instant, mais par contre, il critique l'artificialité des toiles de Boucher. Et ces salons vont être diffusés à l'étranger en province à travers des gazettes comme le Mercure de France. Et c'est dans ce contexte que les scènes de genre moralisantes ou les natures mortes vont prendre une place nouvelle. Et donc, à propos de scènes moralisantes, j'aimerais ici vous présenter ce tableau de Jean-Baptiste Greuze, réalisé en 1756, dans lequel on voit, donc il s'agit d'une scène de la vie quotidienne dans laquelle on voit une famille autour des œufs cassés. Alors, le sujet est donné par le livret du salon de 1757, donc le tableau est présenté au salon, et le livret expliquait qu'il s'agit ici d'une mère grondant un jeune homme pour avoir renversé un panier d'œufs que sa servante apportoit du marché. Un enfant tente de raccommoder un œuf cassé, sur la droite de la composition. Il s'agit en fait ici d'une métaphore de la perte de la virginité de la jeune fille. C'est un symbole qui n'est pas nouveau, qui avait déjà été utilisé, notamment ici dans ce tableau représentant l'intérieur d'une auberge par Jan Steen. Donc, pour revenir sur ce sujet moral, ce sujet de la perte de la virginité est alors traité à de nombreuses reprises par Greuze, mais pas seulement lui, et va prendre de différentes formes. Alors ici, vous avez
À gauche, il s'agit ici également d'un tableau de Greuze qui représente une jeune fille pleurant la mort de son oiseau. Il s'agit aussi ici d'un symbole de la perte de la virginité. Et à droite, la cruche cassée, toujours tableau par Greuze, qui matérialise cette perte. Alors, pour revenir, alors attendez. On voit cette jeune femme qui tient un pan de son vêtement placé devant son sexe, qui permet au peintre d'insister sur l'endroit autour duquel toute l'histoire, tout le sujet du tableau. Et en parallèle, vous avez ici, l'endroit où j'actionne le curseur, le trou de la cruche, donc qui vient d'être brisé, qui est parfaitement linéaire au sexe de la jeune fille et qui indique ainsi ce parallèle entre les deux endroits du tableau. On remarque également les vêtements défaits qui laissent apercevoir la peau blanche, la gorge, le buste, le sein de la jeune femme, et tout l'ensemble forme un tableau qui est apprécié pour son côté érotique. Vous avez vraiment une dimension érotique de ce tableau. Et ce sont ces scènes moralisatrices, si vous voulez, que Diderot appréciait beaucoup et dont il va faire l'éloge dans les différents salons. Malgré ce succès, le peintre Greuze rêvait d'être reconnu comme un peintre d'histoire qui restait, la peinture d'histoire restait au sommet de la hiérarchie des genres, énoncée notamment par André Félibien en 1668 dans le cadre des conférences de l'Académie royale de peinture et de sculpture dont on a parlé dans un précédent cours. Donc, je vais m'arrêter juste un instant sur ce texte du XVIIe siècle qui montre bien cette idée de hiérarchie dans la peinture. Je cite. Donc, c'est un texte qui est tiré des préfaces des conférences de l'Académie écrites par André Félibien en 1667. Celui qui fait parfaitement des paysages est au-dessus d'un autre qui ne fait que des fruits, des fleurs ou des coquilles. Celui qui peint des animaux vivants est plus estimable que ceux qui ne représentent que des choses mortes et sans mouvement. Et comme la figure de l'homme est le plus parfait ouvrage de Dieu sur la terre, il est certain aussi que celui qui se rend l'imitateur de Dieu en peignant des figures humaines est beaucoup plus excellent que tous les autres. Donc, il est Greuze qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, est agréé en 1955 à l'Académie comme peintre de genre particulier, donc il n'est pas agréé comme peintre d'histoire, va malgré tout s'essayer dans ce genre qui est considéré, la peinture d'histoire, considérée comme le genre le plus noble. Une première version de ce tableau va être réalisée en 1767, et une première version qui est admirée par Grimm et Diderot, et qui va être... donc Diderot qui admire dans une lettre, il va partager cette admiration avec une lettre qu'il écrit à Falconet, et il loue à ce moment-là le changement de genre de l'artiste. Et le 23 juillet 1769, ce tableau est présenté comme morceau de réception à l'Académie et exposé lors du salon de 1769. Alors, pour parler de ce tableau, le sujet à la fois noble et rare, tiré de l'Antiquité. Il représente l'empereur romain Septime Sévère qui reproche à son fils, figuré ici debout à gauche, d'essayer de l'assassiner.
il est intéressant ici de faire un parallèle entre ce tableau de Greuze et le style de Nicolas Poussin, dont vous avez ici à droite un tableau réalisé vers 1653 représentant le testament de Damidas, dont on peut faire un parallèle avec la composition de Greuze. On voit vraiment ici Greuze qui prend modèle sur Nicolas Poussin et qui veut ainsi s'élever au niveau de être reconnu, si vous voulez, en tant que peintre d'histoire. Il montre ici qu'il fait attention à l'expression des passions dans la manière de représenter les différents personnages, mais ce tableau n'est pas du tout apprécié lors de son exposition au Salon. Et en gros, il est jugé par la critique comme ne vaut rien, un tableau qui ne vaut rien. Et ici, je vous fais part de ce qu'en écrit Charles-Nicolas Cochin, qui est alors le secrétaire de l'Académie, qui écrit à propos de ce tableau. Donc, il va être très, très sévère sur ce tableau. Le tableau que M. Greuze a apporté est rempli d'incorrections, de dessins intolérables, d'une couleur triste, lourde et soutenue d'ombres noires et sales. Le fer en est pesant et fatigué, point de choix dans la manière d'agencer et de draper. Les expressions mêmes qu'il se flattoie d'avoir rendues d'une manière surprenante, outre qu'elles sont équivoques, sont malheureusement attachées à des caractères bas et triviaux. Donc on voit une réception très négative lors du vote, parce que donc, ce tableau, encore une fois, a été proposé comme morceau de réception, mais le 21 contre 9, mais finalement, l'artiste est reçu, mais non pas comme peintre d'histoire, mais comme peintre de genre. Du coup, Greuze, face à ce qui est pour lui une déception, et si vous voulez, est en colère, en désaccord face à l'Académie, et on l'a plus tellement revu au sein de l'Académie royale de peinture et de sculpture. Donc, au contraire, un tableau qui va rencontrer un grand succès au Salon, et ce tableau représentant le sacrifice d'Iphigénie par Carl von Loo, réalisé en 1757. Il séjourne à Rome également, et ce tableau réalisé et présenté au Salon de 1757 est décrit ainsi dans le livret du Salon. Au fond, à droite, on distingue les vaisseaux des Grecs dont le vent commence à gonfler les toiles. À gauche, Clytemnestre s'évanouit. Au-dessus d'Iphigénie assise, Diane tenant son arc et surmontée d'un croissant de lune intervient. Alors, la source est l'ouvrage d'Ovide racontant cet épisode donc Lucrèce d'Ovide, dans l'épisode duquel Agamemnon subit la colère de Diane, qui avait arrêté tous les vaisseaux grecs qui ne pouvaient plus quitter le port, et Diane demande pour accorder, pour laisser les bateaux partir grâce au vent, elle demande un sacrifice à Agamemnon. Elle lui demande de sacrifier sa fille. Je vais revenir sur une image du tableau, et donc lui demande de sacrifier sa fille Iphigénie, qui est représentée ici au centre de la composition et qui se détache bien, son vêtement et sa peau blanche se détachent sur ce fond sombre constitué par le bûcher. Et au dernier moment, Diane sauve in extremis Iphigénie, et c'est la déesse Diane qu'on voit ici, caractérisée avec l'arc, la présence de l'arc et des flèches et du croissant de lune au-dessus de sa tête.
Donc, il y a, face à cette représentation, ce sacrifice d'Iphigénie, qui est un sujet traité à nombreuses reprises dans cette période, différentes difficultés se montraient, se portaient à l'artiste, notamment la multiplicité des sources et des textes évoquant cet épisode. Et également, il fallait se positionner par rapport à un précédent dans l'esprit de tous, que tout le monde connaissait, c'est ce peintre grec antique, Timanthe, qui avait représenté le premier ce sacrifice d'Iphigénie, dont on connaissait l'existence par des textes, mais qui avait disparu. Et donc, c'est une histoire de prise de position par rapport à ce modèle antique. Timanthe, je vous le disais, serait le premier artiste qui a représenté cette scène du sacrifice d'Iphigénie, et l'invention, et c'est lui qui va inventer cette figure du voilé du père d'Iphigénie, donc Agamemnon, et cette figure voilée à laquelle font écho beaucoup de textes et d'œuvres postérieures. Ici, l'œuvre que je vous présente n'est pas l'œuvre de Timanthe, dont je vous ai dit qu'elle a disparu, mais une fresque du sacrifice d'Iphigénie qui est peint de mémoire d'après le tableau de Timanthe. Ce sont des fresques de Pompéi et dont on voit. Et Pline l'Ancien parle, c'est lui, dans les Naturalis Historica, raconte l'histoire de Timanthe et de son tableau Sacrifice d'Iphigénie, et dans lequel, encore une fois, et c'est ce qu'on peut voir ici à gauche, Agamemnon est représenté enveloppé dans un manteau pourpre et le visage caché par ce voile. C'est une formule qui va être le fait de cacher cette douleur extrême va être reprise par plusieurs peintres pour d'autres sujets, notamment par exemple ici cette idée de voilà, de cacher ou de mettre dans l'ombre ce visage apparaît dans les licteurs rapportant à Brutus les corps de ses fils, de Jacques-Louis David, dont on reparlera un peu plus tard dans ce cours. Et donc, pourquoi se voiler ce visage? Il y a plusieurs raisons. L'idée est, en voilant, l'idée est de procéder à une périphrase visuelle qui permet de ne pas montrer ce qui est immontrable. Et en voilant le visage, on s'empêche de montrer ce qui est contraire au vocabulaire naturel de la peinture, selon Falconet. Et dans le tableau dont il est question ici, Carl von Loo va faire un choix très différent. Il va faire le choix, au contraire, non pas de voiler plutôt que de voiler la figure d'Agamemnon, Agamemnon qui est le personnage qui se trouve à gauche d'Iphigénie ici, là où je suis en train d'actionner le curseur. Vous avez ici un dessin préparatoire pour ce personnage, voilà, pour le personnage d'Agamemnon. Et donc, plutôt que de le voiler, de cacher la figure d'Agamemnon, il va plutôt, au contraire, prendre une solution radicalement différente et le tourné vers le spectateur. Il accroît ainsi la dimension expressive de la scène et montre de cette manière qu'il veut se confronter au modèle du passé, mais surtout sur le mode de l'émulation et de l'imitation. Donc, son choix est finalement symptomatique du rapport des artistes à l'antique, qui sont confrontés à une tradition de plus en plus pesante, de plus en plus exploitée par la tradition par rapport à laquelle ils vont chercher à se positionner.
Alors ici, je vous présente un tableau présenté également au Salon qui va remporter un très grand succès, un tableau intitulé La Tempête par Claude-Joseph Vernet. C'est un peintre qui a été au départ élève de son propre père, Antoine, ensuite de Philippe Sauvan à Avignon, et il commence à peindre, dès le début de sa carrière, des paysages. Et il va, au fur et à mesure, devenir le paysagiste français le plus célèbre du XVIIIe siècle. Il part à Rome, lui aussi. Il est agréé à l'Académie de Saint-Luc et ensuite, plus tard, à l'Académie royale de peinture et de sculpture. Il rentre de ce séjour romain en 1753 et il va commencer par une série de ports de France qui vont réaliser pour la couronne, qui vont avoir un grand succès. Et il va se spécialiser dans ces paysages de marine, comme on peut voir ici un exemple intitulé La Tempête. Alors, je vais ici vous lire un extrait du Salon de Diderot de 1771 à propos de ses œuvres. C'est encore un chef-d'œuvre de M. Vernet. Un vaisseau brisé par la tempête contre un vaste rocher et coulé bas. On n'en aperçoit que les agrès. L'orage, à peine éloigné, tient encore le ciel en désordre. Les éclairs brillent au loin de la foudre tombe. Ici, le précepte d'Horace est bien observé en maître. Tout est tiré du sujet, tout court à l'action. Là, des matelots secourent un malheureux son vêtement qui, luttant contre la mort, attrape et grimpe le long d'un cordage qu'on lui tend pour gagner le mât, son unique espoir. Ici, une femme échappée à la fureur des flots est entraînée loin d'eux par des matelots secourables. Enfin, on n'aperçoit que de funestes effets de la rage de ce cruel élément. Loin de se relâcher, M. Vernet s'est, je crois, surpassé dans ce morceau qui est du plus grand effet et de la plus grande vérité. Il règne dans tout ce tableau un certain air humide qui prouve qu'en peinture, chaque genre a sa magie propre pour rendre la nature dans tous ses points de vérité. Quel ciel, quelles eaux, quelle roche, quelle profondeur, comme cette lumière éclaire ces eaux. Fin de citation. Donc ici, la vision d'un terrible naufrage avec des victimes qui se lamentent ou essayent de rescaper d'autres sur leur rive, devait être une expérience saisissante. Grand succès de ce type de marine, de tempête rencontre un grand succès et Diderot, aussi bien que le poète et critique d'art Baillet de Saint-Julien, vont réagir à ces tableaux et finir par appeler ce type de tableau, à rattacher ce type de tableau à ce qu'on appelle à l'époque le sublime. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le sublime? C'est un terme esthétique créé ou utilisé par le philosophe anglais Edmund Burke dans son essai, dont vous avez ici la première page à l'écran, qui est publié en 1757 et traduit en français en 1765 et qui va exercer alors une grande influence. Alors, qu'est-il dit dans cet essai sur cette notion de sublime? Il expliquait que alors que le beau engendre une satisfaction calme et fait l'objet d'un goût qui suppose l'application spontanée et immédiate de certaines règles, le sublime engendre un trouble et un ébranlement de l'être. Finalement, Burke examine les fondements de différents types d'expériences esthétiques, particulièrement le plaisir que procure le fait d'assister à distance à des désastres, comme ici à cette tempête, mais ça pourrait être aussi un incendie,
lors duquel on découvre la puissance écrasante de la nature, l'immensité de l'océan, être le témoin de ces événements, susceptibles d'inspirer un sentiment de terreur, et c'est ce terrible qui devient la source de sublime. Mais cette terreur dont on fait l'expérience confortablement assis dans son salon, bien sûr. On sait que Diderot était fasciné par ces théories esthétiques, et c'est lui qui va devenir le porte-parole du point de vue le plus éloquent du point de vue du naturalisme et des sensations dans ce deuxième moitié du XVIIIe siècle. Il va faire écho dans ses salons à cette esthétique énoncée par Burke. Et je cite ici Diderot dans son salon, il explique: tout ce qui étonne l'âme, tout ce qui imprime un sentiment de terreur conduit au sublime. Donc il va reprendre cette notion qui sera ensuite en 1781 reprise par Kant dans la critique de la raison pure. Pour bien comprendre cette notion de sublime, il faut peut-être revenir à un texte antique, un texte de Longin, écrit au 1er siècle, et qui fait aussi référence au sublime, texte qui prend pour modèle Homère, mais aussi la Genèse, et dans lequel est expliqué que dans la rhétorique, le sublime ou grand style est le plus grand, le sublime est le plus grand des styles, puisqu'il fait appel à l'émotion et qu'il provoque une émotion, il émeut. Et les effets de ce style sublime est la perte de rationalité, l'identification avec l'artiste et une profonde émotion mêlant plaisir et exaltation. Alors, ces théories, ce texte de Longin est revu par Boileau en 1674. Et pour y reconnaître encore une fois une qualité particulière, je vous lis ici ce passage de la traduction par Boileau du traité du sublime. Il faut donc savoir que par sublime, Longin n'entend pas ce que les orateurs appellent le style sublime, mais cet extraordinaire et ce merveilleux qui frappe dans le discours et qui fait qu'un ouvrage élève, ravit, transporte. Je vais arrêter la citation ici puisque le temps passe. Donc, ça montre bien que ce qui est ici mis en avant par Boileau à travers Longin, c'est cette idée de simplicité du discours à force de conception et de grandeur d'esprit. Passons à un autre tableau de Fragonard, Jean-Honoré Fragonard, qu'on a déjà étudié lors de la dernière séance, qui, le 30 mars 1765, est agréé donc à l'Académie royale de peinture et de sculpture avec ce tableau, donc ce qu'on appelle un morceau d'agrément. C'est, je vous le rappelle, l'étape précédant la réception pour laquelle le peintre devait présenter un autre échantillon de sa production. Il s'agit donc de l'étape de l'agrément, donc il va choisir une peinture d'histoire et il traite un sujet qui est assez rare, peu souvent traité, tiré de Pausanias dans son itinéraire de la Grèce et qui représente encore une fois un sacrifice. Il s'agit du poète, l'histoire du poète Corésus qui sollicite Bacchus afin de venger de son amour sans réponse pour Callirhoé. Et le dieu, donc Bacchus, répand la folie universelle et qui, pour être calmé, va demander un sacrifice. Et le sacrifice, il s'agit de la vie de Callirhoé. Et à la dernière minute, Corésus se sacrifie, se tue à la place
de Callirhoé. Donc c'est ce qu'on voit ici à droite, Corésus plantant une dague dans son cœur. On a ici un tableau avec un grand souci d'unité d'ensemble, notamment grâce au traitement de la couleur, une palette très, très resserrée, mais également un souci d'expressivité dans les différents... on pourrait ici évoquer l'expression des passions, énoncée notamment par Charles Lebrun au XVIIe siècle, et Diderot est assez admiratif face à cette œuvre, qui est acheté par le marquis de Marigny, qui commande à l'artiste un pendant pour ce tableau, mais pendant qui finalement ne va jamais être exécuté. Donc on peut comparer ce sacrifice de Fragonard à d'autres scènes de sacrifice, notamment celui de Carl von Loth dont on vient de parler, le sacrifice d'Iphigénie, ou encore ce tableau du peintre Gabriel François Doyen figurant la mort de Virginie.